Smart Bourse vous est présenté par Tikeo Capital. C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, un chiffre d'inflation aux États-Unis qui va encore marquer les esprits après les précédents chiffres d'inflation et une tendance qui se confirme, celle de la désinflation globale aux États-Unis, avec pas mal de produits, de services qui affichent désormais des prix négatifs sur un mois aux États-Unis. Reste encore la composante logement, qui est une composante importante de l'indice des prix à la consommation américain et qui progresse encore d'un mois sur l'autre, mais à un rythme moindre que ce qu'on a pu observer les mois précédents. Au final, l'inflation américaine sur un an retombe à 7,1% au global et à 6% pour l'inflation cœur. C'est une situation effectivement qui satisfait la plupart des investisseurs puisqu'on assiste à une séance de rallye généralisée à la fois sur l'obligataire et sur les marchés actions. Les investisseurs obligataires sont soulagés de cette tendance désinflationniste qui se confirme aux États-Unis. Des investisseurs obligataires qui n'oublient pas quand même qu'à court terme, il y a peut-être encore des risques de mauvaises surprises sur l'inflation et donc des risques à la hausse peut-être sur les taux et sur la trajectoire des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine. On suivra bien sûr avec attention le discours de Jérôme Powell demain soir après la dernière décision de l'année pour la Fed qui sera celle d'une hausse de taux de 50 points de base sans doute. Et puis du côté des marchés actions, on est soulagé par l'idée que la Fed n'aura peut-être pas besoin de générer une récession aussi profonde que ce qu'on pouvait craindre pour ramener ou tempérer l'inflation à des niveaux qui seraient plus acceptables et donc rallye des deux côtés avec des taux qui baissent et des marchés actions qui bondissent de 2% sur le marché américain et en Europe également c'est une hausse de plus de 1% pour les indices européens et pour le CAC qui revient sur les sommets qui ont été atteints récemment, c'est-à-dire autour de 6750 points en cette fin de séance. Vous aurez le détail dans un instant avec Alix Nguyen. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique de Smart Bourse, focus sur un secteur qui n'a pas démérité cette année, loin de là, le secteur bancaire qui affiche en relatif une performance assez notable par rapport aux indices globaux. C'est une performance certes négative, mais on notera qu'avec un peu de gestion active, on arrive à être quasiment à l'équilibre quand on investit dans le secteur bancaire au terme de cette année 2022. C'est le cas notamment du fonds action d'Axiom Alternative Investments et l'un des associés gérants d'Axiom sera avec nous en plateau à partir de 17h45. On fera le bilan 2022, on s'intéressera aux perspectives 2023 pour l'investissement dans le secteur bancaire. Est-ce une bonne idée d'investir dans le secteur des banques quand tout le monde nous parle de récession? Réponse et arguments donc à suivre à partir de 17h45 avec David Benamou qui sera avec nous en plateau. Mais d'abord, les infos clés de marché en cette fin de séance en Europe. Tendance, mon ami, chaque soir avec vous, Alix Nguyen, et une séance de rallye généralisée, à commencer par les marchés actions et le CAC qui bondit après la publication de l'inflation américaine pour le mois de novembre. Oui, l'indice parisien connaît sa meilleure performance depuis un mois. Cette première échéance de la semaine pour le marché est accueillie chaleureusement. Au mois de novembre, les prix à la consommation n'ont augmenté que de 0,1% sur un mois et de 7,1% sur un an, contre respectivement 0,3% et 7,3% anticipés. Il s'agit de la hausse la plus faible depuis décembre 2021. En données corps, la hausse est de 0,2% sur un mois et de 6% sur un an. Une statistique qui tombe à point nommé en cette veille de décision monétaire de la Fed. À Wall Street, le Dow Jones et le Nasdaq flambent. On remarque aussi que le dollar plonge. Et puis on notera parmi les indicateurs publiés aujourd'hui l'enquête auprès des investisseurs en Allemagne pour mesurer le moral des investisseurs, l'indice ZOO qui est plutôt au-delà de ce que les économistes attendaient. Oui, alors qu'au mois d'août il se trouvait bien mal en point, il augmente désormais de 13,4 points pour atteindre une valeur de moins 23,3 après moins 36,7 en novembre, soit sa troisième hausse consécutive depuis septembre.
Et puis parmi les valeurs qui se distinguent en Europe et à Paris notamment, on notera la belle hausse de ST Microelectronics aujourd'hui. Au cours de la séance, son titre engrangeait près de 5%. Il prolonge son mouvement haussier depuis une semaine et s'inscrit désormais dans le sillage du rebond du Nasdaq amorcé hier. BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale décollent, tout comme le font les grandes banques américaines. Et puis on retient aussi la nette hausse de Total Energy, l'oléoduc Keystone par lequel transite le pétrole produit dans l'Alberta au Canada vers les États-Unis, reste fermé à la suite d'une fuite découverte le 7 décembre dans l'État du Kansas. Et puis, fait majeur de l'actualité du jour également, ce nouveau chapitre qui commence dans l'affaire FTX sur le terrain judiciaire, civil et criminel avec l'arrêt de Sam Bankman-Fried aux Bahamas aujourd'hui. À la demande des États-Unis, le fondateur et feu PDG de la plateforme d'échange de crypto-monnaies a été arrêté hier aux Bahamas. Une arrestation qui, d'après le bureau du procureur général des Bahamas, a suivi la réception d'une notification officielle des États-Unis indiquant qu'ils avaient porté des accusations criminelles et qu'ils allaient probablement demander une extradition. Quelques heures plus tard, ce mardi, le régulateur de Wall Street, la SEC, accuse désormais l'ancien patron d'avoir orchestré un système visant à escroquer les investisseurs de la plateforme. Tendance, mon ami, chaque soir à 17h en direct avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Étienne de Marsac est avec nous, directeur des investissements Cross Assets de Sunny AM. Bonsoir Étienne. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Florent Delambre de nous accompagner également. Bonsoir Florent. Bonsoir. Vous êtes stratégiste chez M&G Investments et Franck Dixmier avec nous également en plateau. Bonsoir Franck. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur des gestions obligataires d'Allianz Global Investors. Je crois qu'on n'apprécie jamais autant ces cadeaux de Noël au terme d'une année qui aura été difficile, douloureuse, comme celle qu'on a vécue sur les marchés, en tout cas que vous avez vécue sur les marchés cette année, Franck. Et c'est vrai que là, le chiffre d'inflation américain du mois de novembre vient confirmer des tendances qu'on avait déjà perçues sur les chiffres précédents. Et donc, c'est un rallye général. Tout le monde y trouve son compte. L'inflation globale décélère depuis 5 mois aux États-Unis. D'un mois sur l'autre, on a la plus faible progression depuis plus d'un an de l'inflation cœur aux États-Unis, plus 0,2%. Et si on enlève même à cette inflation cœur la partie logement, alors qui est un énorme poids, donc évidemment, enlever le shelter, comme disent les Américains, évidemment, ça enlève une composante très importante du core CPI, mais on a avec cet indicateur un mois de baisse à nouveau pour le core CPI ex-shelter aux États-Unis. Je dis ça parce que le sujet du logement est encore un sujet de préoccupation visiblement pour la question de l'inflation aux États-Unis. C'est un vrai espoir tangible qu'on a envie de prolonger sur 2023, c'est un faux espoir ou un espoir qu'il faut prendre encore avec un peu de distance? Comment vous analysez ce chiffre et encore une fois la tendance qui semble s'imprimer sur l'inflation américaine depuis quelques mois? Alors, ce chiffre, en fait, c'est pas tout à fait une surprise. Donc, on avait dans notre scénario, effectivement, que le pic d'inflation aux États-Unis, grosse différence avec la zone euro, était derrière nous. Donc, on en a la confirmation. Maintenant, la façon dont les marchés l'interprètent, c'est là qu'on peut avoir une opinion un peu divergente des mouvements de marché qu'on a vus et qui ont suivi ce bon chiffre. En fait, il faut mettre tout ça quand même dans une perspective globale où on a eu une accumulation de bonnes nouvelles sur l'économie américaine, avec des créations d'emplois qui ont surpris à la hausse, un marché du travail donc, qui est encore extrêmement dynamique, taux de chômage à 3,7%, mais le hic, c'est que les salaires continuent à progresser aux États-Unis. Donc on a plus 5,1% de progression sur un an des salaires, et je crois que c'est vraiment ça qu'il faut regarder. Donc c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui les anticipations de hausse des taux dans le marché, on a l'impression qu'on a un marché en fait obligataire américain qui est pricé à la perfection, qui parie sur une décélération de l'inflation qu'on voit effectivement, pricé à la perfection par rapport à une absence totale de surprise qu'on pourrait avoir sur l'inflation. Ça, c'est un pari un peu audacieux.
compte tenu, encore une fois, de la vigueur de l'économie américaine, qui surprend depuis quelques mois par sa résilience. Donc projeter une décélération linéaire de l'inflation sur des mois et des mois, vous dites, attention, il y aura un moment où les choses ne seront pas aussi évidentes, aussi faciles. Attention, que l'inflation décélère, ce n'est pas encore une fois une grosse surprise, mais ce qui va être important, ça va être le niveau où elle va se stabiliser ou pas en 2023. Nous, on a plutôt un scénario d'inflation qui reste assez forte, résiliente aux États-Unis. Pas tout à fait dans la même mesure qu'en zone euro. En zone euro, on anticipe un peu plus de 5% sur 2023. On est plus modéré aux États-Unis. Mais ce qui importe, c'est le signal de marché. Et le signal de marché nous semble un petit peu trop optimiste et nous incite plutôt à la prudence sur le marché américain. Bon. Commentaires, réactions sur ce chiffre d'inflation qui vient confirmer quelques chiffres déjà qui marquent une tendance à la décélération. Et est-ce que l'espoir du marché vous paraît crédible, solide aujourd'hui, Étienne? L'espoir du marché que je résume avec l'idée, soft landing, niveau d'inflation qui deviendrait raisonnable pour la Fed à fin 2023 et une économie américaine qui n'aurait pas besoin de passer par une case récession profonde. Alors on tourne autour du thème du soft landing, atterrissage en douceur, récession modérée, tout ça va un peu ensemble d'une certaine manière. Oui, mais alors ça, c'est le scénario que je qualifierais de scénario Casimir ou de l'île aux enfants. C'est-à-dire que l'inflation baisse, elle baisse de manière linéaire, on revient en univers Goldilocks, la Fed va baisser ses taux et l'atterrissage finalement de l'économie US se fait de manière ultra douce et donc tout ceci permet à renouer de grands espoirs sur les actifs risqués. Malheureusement, on sait bien que dans la réalité, les choses ne sont pas aussi schématiques et aussi simple. Alors pour revenir sur l'analyse du chiffre d'inflation, je crois que ce chiffre, c'est l'arbre qui cache la forêt. Quand on parle d'inflation, il s'agit de réfléchir à de quelle inflation on parle. L'inflation qui décroît, telle qu'elle est visible dans le chiffre d'aujourd'hui, c'est celle qui est liée à la fois à la chaîne d'approvisionnement ou aux chaînes d'approvisionnement, et c'est l'inflation qui décroît liée à l'énergie. En réalité, donc ça, c'est pas très important. C'est pas très important pour la Fed. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas d'impact là-dessus. En réalité, le FOMC, notamment Jérôme Powell, en début de mois de décembre, a effectué une segmentation de ce qui est important à ses yeux. Donc ce qui est important, donc le cadre analytique actuellement, dans l'inflation actuelle de la Fed, c'est trois choses. C'est l'inflation dans l'univers de l'immobilier, en effet. La Fed, Jérôme Powell dit là-dessus, je n'ai pas tellement de possibilités d'action dans la mesure où les prix dans l'immobilier laguent sur la distance et donc je ne peux pas m'en occuper. Deuxièmement, l'inflation qui est liée aux biens cœur. Les biens cœurs, Jérôme Powell dit, je ne peux pas non plus m'en occuper, les hausses de prix dans les biens cœurs sont liées à la chaîne d'approvisionnement. Troisième élément. Ils sont en baisse, les core durables. Qui sont en baisse. Oui, mais, en très nette baisse, revenu très largement avant sur les niveaux d'avant le démarrage de l'explosion de l'inflation. Mais il y a un truc transitoire quand même qui s'est passé là. Oui, vous avez raison, mais la Fed dit mais hausses de taux n'ont pas vraiment d'impact là-dessus. Et la troisième catégorie, qui est celle qui a de l'importance, ce sont les prix dans les services ex-immobiliers. Et si vous regardez le prix, le chiffre d'aujourd'hui, les deux premières catégories sont plutôt en baisse. Et la dernière catégorie, donc celle de prix dans les services immobiliers exclus, est flat sur une moyenne de 6 mois glissante à plus 5%. Et plus 5% sur le prix des services hors immobilier, c'est tout à fait incompatible avec un scénario de détente des taux d'intérêt de la Fed dans les mois qui viennent. Et à ce titre-là, on peut qualifier la réaction de marché que Franck qualifiait en effet de réaction totalement à l'équilibre et pricée à la perfection, probablement beaucoup trop optimiste. Et notamment, au moment où on parle, on a une détente des prévisions de baisse de taux de la Fed du mois de juin. C'est qu'on a une détente de 25 BP. Le taux d'atterrissage de la Fed, actuellement, là tout de suite, il est passé en dessous des 5%, il est en train de s'établir à 4,80. Ça me paraît totalement illusoire.
illusoire. Exactement. Le point que vous avez soulevé, qui est très intéressant, donc c'est celui de la baisse des prix non linéaires. Les prix ne vont pas baisser de manière linéaire et une hirondelle ne fait pas le printemps. C'est-à-dire que la décrue du jour n'est pas nécessairement annonciatrice d'une décrue future. Pourquoi ? Parce qu'en macroéconomie, il existe une théorie qui a été largement remise au goût du jour par la BIS cette année et que sont les effets si vous voulez, de résilience de l'inflation passée à un certain niveau. Au-dessus de 4%, dans l'économie américaine, on considère que l'autocorrélation de la hausse des prix entre les différents éléments du panier du CPI augmente. En dessous de 4%, le consommateur est insensible à la hausse de taux. Au-dessus de 4%, il est très sensible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la Fed va avoir beaucoup de mal à réduire l'inflation vers le niveau des 2. Probablement que ce fameux niveau des 4% sera un niveau un peu plancher. Et les marchés financiers vont tester, si vous voulez, la patience de la Fed, très nettement. Et l'année 2023, donc l'année prochaine, devrait voir non pas des baisses de taux, mais un maintien, tout du moins, d'un niveau de taux directeur à 5% et probablement ce qu'on n'a pas encore vu c'est-à-dire les marges des entreprises se contracter et mordre dans l'économie réelle. Donc, je suis un peu moins optimiste. Non, mais j'entends bien que dans le scénario idéal, oui, il y a des failles et des faiblesses. C'est ce que je comprends. Oui, et tout n'est pas rose en fait dans le chiffre d'aujourd'hui. Et le travail n'est pas accompli. N'est pas du tout accompli. Mais 5% de taux terminal, vous êtes d'accord sur cette idée-là ? C'était l'idée du marché il y a quelques jours encore. Hein, donc, plus, ou plus. 80. Ou plus. Oui, juste sur le taux terminal de la Fed chez Allianz. Non, on va plus haut. Vous dites plus haut. Mais enfin, dans quelle mesure ? C'est quoi ? C'est 5% plus ? C'est plus vers 6% que 5 ? Entre 5 et 6. Entre 5 et 6. Ce sera totalement dépendant des chiffres qu'on aura. Donc on passera par un moment de mauvaise surprise de ce point de vue-là, par rapport au marché comme il est calé aujourd'hui. Ça paraît inéluctable, si vous voulez. Et la baisse des taux de 50 BP qui est pricée en fin d'année nous paraît mais wishful thinking. C'est un espèce de vœu pieux. Tout le monde a envie d'y croire parce que ce sera une bonne nouvelle pour les marchés. Mais non, ça va pas se passer comme ça. Mais il suffit d'écouter Jérôme Powell. Hein. Je sais. On n'a pas besoin de faire des analyses très poussées. Je sais, Franck, mais on a écouté Jérôme Powell qui nous disait l'inflation est transitoire et on a bien vu que parfois, même Jérôme Powell pouvait avoir des failles dans son discours. C'est bien pour ça qu'ils ne peuvent pas se permettre une troisième erreur de politique monétaire. La première erreur, c'était cette incapacité à qualifier l'inflation. La deuxième, c'est d'avoir agi mais beaucoup trop tard. Ils sont totalement en retard. Et la troisième, ce serait de s'arrêter beaucoup trop tôt. Ils ne peuvent pas s'arrêter trop tôt. Parce que s'ils s'arrêtent trop tôt, il faudra qu'ils reprennent et beaucoup plus. Donc ils vont prendre le temps de voir réellement l'inflation décroître vers l'objectif. On n'y est pas. Hein. Bon, après, c'est loin comme contradiction. 50 BP de baisse fin 2023 pricé par le marché, ça laisse quelques mois quand même pour résoudre... non, mais tout ça va aller... ce que je veux dire, c'est le dialogue avec la Fed. Ça va alimenter la volatilité sur les taux. D'accord. La vol sur les taux, on a eu une vol quasi-equity sur 2022. Et c'est un peu l'environnement qu'on décrit sur 2023, en tout cas sur le premier semestre. Florent, votre analyse de la situation américaine, alors partant de ce chiffre d'inflation et de la communication attendue de la Fed demain, et effectivement des marchés qui ont beaucoup écouté la Fed quand même. Enfin, je veux dire, le marché sur 2022, la Fed et les marchés ont quand même bien dialogué d'une certaine manière. Mais il y a encore ce point d'interrogation sur l'idée que la Fed baissera les taux fin 2023. Quel est le chemin qui mènerait la Fed à baisser les taux fin 2023 ? Ça reste une question ouverte. Mais voilà, comment vous êtes positionné chez M&G par rapport à ces anticipations et les chiffres qu'on a en cette fin d'année ? Bon, la publication d'aujourd'hui va dans le bon sens. Comme vous l'avez rappelé, on a quand même une inflation qui se résorbe, à la fois l'inflation dans son ensemble et l'inflation structurelle. Donc, on accueille toujours avec plaisir ce type de nouvelles. Maintenant, nous, on partage effectivement le point de vue qui a été développé sur le plateau à l'instant, c'est-à-dire que la Réserve fédérale va sans doute durablement maintenir les taux à un niveau très élevé, c'est-à-dire effectivement à des niveaux de l'ordre de 5%, toute l'année 2023, donc on ne parie pas trop sur l'idée d'une inflation majeure à l'été 2023, tout simplement parce qu'effectivement l'inflation structurelle reste quand même dans l'absolu très significative,
même si elle se résorbe un petit peu, elle reste quand même à des niveaux significatifs. Elle est portée en partie sur un rythme d'augmentation des salaires de plus de 5% sur 12 mois glissants. Ça laisse à penser quand même qu'effectivement la Réserve fédérale ne va pas rapidement renoncer à sa politique de durcissement monétaire, parce qu'il faut qu'elle s'assure dans ce contexte d'une inflation structurelle qui a quand même un peu pris son envol. Il faut vraiment que la Réserve fédérale s'assure qu'elle a neutralisé cette inflation structurelle. Donc il ne faut pas retirer trop rapidement la contrainte qu'elle met sur l'économie. Donc nous, ça nous amène effectivement à penser qu'on aura, au cours de toute l'année 2023, des taux directeurs qui vont rester à des niveaux proches de 5%, ce qui va quand même produire des effets effectivement sur l'économie. Donc les marchés sont sans doute peut-être un peu complaisants lorsqu'ils pensent que d'ici 6 mois, on va revenir à une décrue des taux d'intérêt. La Fed s'est fait une énorme frayeur en démarrant beaucoup trop tard sa politique de resserrement monétaire. Ils sont parfaitement conscients du risque qu'ils ont pris en tardant à activer le processus de resserrement. S'ils s'aperçoivent que leur politique produit ses effets, ils vont pas la mettre sur le côté très rapidement. Donc, sans doute pas de drame en perspective sur les marchés dans les mois qui viennent, mais de là à croire que le marché peut reprendre une hausse durable et régulière assez rapidement, peut-être pas, dans ce contexte de maintien de conditions monétaires assez dures. Et ça veut dire que du point de vue des taux longs américains, je sais pas, 3,50 sur le 10 ans, c'est déjà trop complaisant par rapport à ce scénario d'un durcissement, d'un niveau de restriction monétaire qui serait maintenu dans la durée, au moins tout au long de l'année 2023 ? Ça nous semble un peu complaisant, d'autant plus que il faut aussi avoir en tête, en tout cas c'est notre analyse, qu'on rentre dans un monde où il y aura une inflation structurelle un peu plus forte que celle qu'on a pu connaître lors des 2 dernières décennies. Donc si on fait l'hypothèse d'une inflation qui atterrirait aux États-Unis en régime de croisière, et après une politique stricte de la Réserve fédérale, mais une inflation qui atterrirait plutôt vers les 3% que vers les 2%, du 10 ans à 3,5, c'est peut-être effectivement un petit peu complaisant également, si on intègre cette hypothèse d'un monde plus inflationniste, en particulier par exemple du fait de la transition énergétique à conduire un peu partout dans le monde, de la démondialisation en cours, puisqu'on voit bien quand même que les blocs se fracturent. Donc oui, la détente sur les taux nous paraît extrêmement rapide. Oui, le marché va vite. Voilà. Franck ? Oui, très rapidement. Enfin, on a vraiment le sentiment que, en fait, le marché ne comprend que ce qui est doux à ses oreilles. Quand Jérôme Powell nous dit récemment que l'amplitude des hausses de taux à venir sera inférieure aux 4 mouvements de 75 BP qu'on a eu, bon, c'est bien. Enfin, on est rassuré parce que 75 BP 4 fois, on l'avait jamais vu dans l'histoire. Ouais. Donc, évidemment, on ne peut pas continuer à ce rythme-là, mais ça ne préjuge en rien le nombre de hausses de taux qu'il va y avoir. Et ça, enfin. Là, le marché, quelque part, est un peu perdu. Mais tout ça s'inscrit dans une forward guidance, donc dans une capacité à gérer les anticipations des investisseurs qui est dramatiquement nulle, en fait. Et c'est quand même le résultat de 18 mois de tâtonnement. Et ça, on le paye par une volatilité dans les marchés de taux, encore une fois, qui est absolument record. Qui a un peu baissé quand même en cette fin. Oui, qui a légèrement, qui s'est atténué. On n'est plus à 160 sur le move quand même. Non, enfin on est à 125, 130. Ouais. C'est quand même sur des niveaux élevés. Ouais. Ouais. Donc, ok, ça s'est atténué, mais rien ne nous permet de penser qu'on va avoir un environnement très très différent sur la première partie de 2023, parce que les mêmes questions se posent. Et au fur et à mesure qu'on se rapprochera du taux terminal, et évidemment, plus on monte, plus on se rapproche du taux terminal, plus cette question va devenir épineuse. Où vont-ils s'arrêter ? Et ça va être extrêmement, encore une fois, data dependent. Donc attention. Est-ce qu'on aura quelques éléments de réponse demain soir avec le discours de Jérôme Powell et les nouvelles projections, notamment du staff de la Fed et des membres du comité de politique monétaire ? Les projections, je pense que tout le monde s'en fiche un peu.
c'est un peu mon sentiment. Ouais. Ce qui est beaucoup plus important, c'est la conférence de presse, c'est la tonalité. D'accord. Et le ton va être, enfin, selon nous, encore une fois, extrêmement au quiche. Il faut recadrer les anticipations. Elles sont extrêmement complaisantes. Et l'espèce d'assouplissement qu'on voit dans les conditions financières aujourd'hui, avec la performance du marché du crédit, le rétrécissement des spreads, on a gagné quand même 100 BP de rétrécissement sur le marché du high yield en l'espace de quelques semaines. Enfin, tout ça ne doit pas plaire à la Fed. Non. Parce que, encore une fois, l'économie américaine, elle se porte très bien. Donc là, quelque part, il y a un conflit d'objectifs. Il va falloir recalibrer un peu les anticipations. Au regard même de l'assouplissement des conditions financières, il serait peut-être légitime de faire encore 75 points de base d'une certaine manière. Oui. Oui, bon. Ils le feront pas parce que ça heurtera le marché. Oui, c'est ils ont pas déjà ce qu'il a tellement dit. trucidé la forward guidance que... Voilà, donc il faut faire attention. Mais oui, enfin, ce sera un argument pour, oui. Ouais. Étienne, encore une fois, ce pricing de marché, il est là et il tient l'idée qu'il y aura alors, des baisses de taux. D'ailleurs, je ne sais pas s'il faut parler d'un début de cycle de baisse de taux dans ce que voit le marché. Le marché voit un petit ajustement de 50 points de base, peut-être des taux directeurs à la baisse fin 2023 du côté de la Fed. Si on essaye de comprendre le rationnel du marché, quel est le chemin, quel est le monde qui permettrait à la Fed d'envisager peut-être de réajuster à un moment son taux directeur de quelques dizaines de points de base à la baisse? Ce monde, il n'existe pas. C'est un monde... D'accord. Non, mais... C'est un monde fantaisiste. D'accord. Compte tenu des données d'activité que l'on a concernant le consommateur US qui est dans un état, il est en téflon, si vous voulez, le consommateur. Il est 2 ans en avance sur la consommation, je crois. Il est en téflon, il dispose d'un excédent d'épargne qui n'a diminué que d'un tiers. Donc c'est le surplus d'excédent d'épargne constitué post-Covid, 2,3 trillions, a diminué de 700 milliards. Il lui reste 2 tiers d'excédent d'épargne à consommer. Ce qui veut dire que sur ce rythme actuel, le consommateur US il peut tenir encore 2 ans. Le marché financier, la raison pour laquelle, si vous voulez, est en train de se persuader de cette logique... Oui, j'aimerais comprendre ce rationnel quand même. Logique de Il y a pivot beaucoup de gens dans le marché, donc... est lié à la grande crise financière. Il est lié à l'idée selon laquelle la sensibilité de l'économie américaine, et notamment de la partie immobilière, est extrêmement forte aux hausses de taux. Et en réalité, donc on fait une comparaison. Encore une fois, on compare l'état de l'économie actuelle avec celui pré-grande crise financière. Et en réalité, le ménage américain s'est profondément déleveragé. Le leverage, donc la dette rapportée aux revenus des ménages, pré-2008, c'est 120%. Aujourd'hui, on est à 80%. Et donc, vous avez, premièrement, un ménage américain qui est beaucoup moins sensible à la remontée des taux d'intérêt. Les taux mortgage sont à 8%, ça n'empêche pas le consommateur de continuer à s'endetter, aussi bien dans le crédit à la consommation que dans le crédit immobilier. Les deux variables sont en hausse de plus 10% depuis le début de l'année. Donc le consommateur américain, il est en téflon parce que non seulement il dispose d'un revenu disponible très élevé et de capacité d'épargne ou de capacité d'endettement qui sont beaucoup plus élevées qu'ils ne l'étaient en 2008, date à laquelle le consommateur était beaucoup plus sensible aux vibrations d'un marché immobilier qui pour l'instant continue, même s'il montre des signes de fragilité, mais continue à se tenir. Et je crois que c'est cette comparaison entre le cycle actuel et le cycle de 2008 qui nourrit cette incantation du pivot que l'on attend comme on attend Godot, c'est-à-dire on attend un événement qui ne se produira pas, ou en tout cas pas dans un horizon proche, sûrement pas en 2023, où il faudrait, pour que ce soit le cas, une déflagration financière du type Lehman Brothers. Et ce n'est pas les quelques trillions qui se sont évaporés sur la sphère crypto qui, pour le moment... La stabilité financière n'est pas en péril à ce point. Non, ce n'est pas du tout systémique pour le moment. Même si peut-être qu'on découvrira au bout du fil une certaine forme de sensibilité des banques américaines à cette sphère des cryptos, mais pour le moment, ce n'est pas vraiment systémique. Et donc, si vous voulez, quand vous rajoutez à ça le fait que Jérôme Powell est habité par le spectre d'Arthur Burns,
c'est-à-dire du chairman dans les années 70, la grande période de l'inflation aux États-Unis. Donc Arthur Buss, 1975, monte les taux jusqu'à 13%, les rebaisse jusqu'à 5%, et en les rebaissant, non seulement il ne parvient pas à relancer l'économie américaine, mais provoque un choc d'inflation qui conduit à l'ère Volcker. Et Volcker lui-même qui refait baisser les taux début 80, n'oublions pas. Absolument. Non, mais Rate of all times, il a eu ses faiblesses aussi face à l'inflation. Non, mais dans un univers changeant, les erreurs de politique monétaire sont nombreuses. Non, mais ils sont marqués par ça. Ils sont marqués par ça. Juste pour expliciter votre scénario, enfin le schéma que vous avez en tête, qu'est-ce que ça veut dire de la croissance américaine pour 2023 ? Elle va être encore résiliente, elle va supporter 5% de taux directeur jusqu'à 2023, jusqu'à la fin de l'année 2023, ou est-ce qu'à un moment ça craque ? Qu'est-ce qui craque ? Ouais. Écoutez, pour le moment, donc le moteur, c'est la consommation. Ce moteur tient, et il tient d'autant plus que le revenu des... les salaires progressent. Non, mais exactement. Le job market est extrêmement fort. Vous avez à peu près 2 à 3 fois plus de création d'emplois que nécessaire pour contracter ou pour faire remonter le taux de chômage. Donc, le moment où la Fed pourrait éventuellement altérer son scénario, c'est lorsque les résultats des entreprises vont se contracter. Alors, en Europe, c'est une certitude. Aux États-Unis, pour l'instant, on peine à le voir. Je pense que la direction est entamée, mais le timing et la séquence est beaucoup plus incertain. Bon. Dans quelle situation se retrouve l'Europe et la Banque Centrale Européenne, du coup, à ce stade, Franck ? Et c'est vrai que vous n'avez eu de cesse, enfin, beaucoup d'entre vous, tout au long de l'année, d'expliquer quand même que les deux situations n'étaient pas tout à fait comparables. Même si on arrive à des chiffres d'inflation double digit aujourd'hui en Europe. Oui. Bon, alors... Ce qu'on n'a pas vu d'ailleurs aux États-Unis, je crois. Le global n'est jamais allé jusqu'à 10%. Ah non, on était à 9,1. 9,1. Oui, ou 9,1, exact. Oui, donc c'est vrai qu'en Europe, en zone euro, on a une inflation à 2 chiffres. On va encore avoir une inflation à 2 chiffres, peut-être même sur tout 2023 en Allemagne, première économie de la zone. Donc là, il y a un vrai souci. Alors, ce qui est plutôt encourageant pour la BCE, c'est que les anticipations d'inflation, elles sont ancrées. Donc il y a eu un gros coup de chaud en avril-mai, avec un pic sur les anticipations d'inflation et qui a été corrigé à la fois par l'action, la BCE, et par un discours extrêmement ferme. Ce discours extrêmement ferme, c'est exactement ce qu'on attend jeudi prochain. Et encore une fois, un recalibrage des anticipations de marché sur les actions futures de la BCE. Parce que s'arrêter entre 2,3 quarts et 3% sur les taux directeurs en zone euro, alors qu'on a effectivement une inflation à 2 chiffres, et que cette inflation va rester sur des niveaux hauts, surtout 2023. La BCE nous dit dans ses dernières prévisions de septembre qu'elle va mettre à jour, qu'elle anticipe une inflation à 5,3 sur 2023. Alors, c'est pas rien. C'est pas rien. Et l'inflation cœur est à 5% en zone euro. Donc la BCE n'a pas d'autre choix que d'agir. Elle se trouve dans une situation un peu compliquée parce que le policy mix n'est pas aussi aligné qu'aux États-Unis. On a une politique extrêmement restrictive d'un point de vue budgétaire aux États-Unis. C'est moins 8% de PIB, comme sur 2022 par rapport à 2021. C'est pas le cas en zone euro où on distribue encore des chèques. C'est légèrement restrictif, mais ce n'est pas très restrictif. Donc la BCE va devoir agir, va devoir continuer. Et il n'y a pas d'alternative, en fait. Et ce n'est pas dans le marché. Donc ça, c'est une fragilité sur les marchés de taux en zone euro qu'on n'aime pas trop et qui motive notre positionnement actuel en termes de directionnalité sur les taux d'intérêt. Oui, j'entends. Donc là, il y a un peu de complaisance sur les marchés obligataires qui s'est installée de part et d'autre de l'Atlantique. En termes de psychologie de marché, le thème 2023, et ça, tout le monde le dit, c'est Fixed Income is back. L'obligataire est de retour. Bond is back, oui. Voilà, bond is back, c'est vrai, mais il y a toujours aussi des points d'entrée. Enfin, capter un point d'entrée, c'est pas idiot, parce que ça permet d'éviter de se faire mal. Il y a un mois, quand on était à, je sais pas, 4,25, 4,30 sur le 10 ans américain, ça, c'était un point d'entrée, par exemple ? Oui, on l'avait dit, on avait communiqué là-dessus. On disait que le marché américain était investissable. Voilà. 3,50, c'est un point d'entrée avec lequel on est moins confortable. C'est un peu fragile, oui. Très clair. Florent, peut-être sur la partie investissement, effectivement, les idées directrices de 2023. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on peut reproduire, même dans une moindre mesure, la dynamique de 2022, c'est-à-dire des baisses sur l'obligataire encore, des baisses sur les marchés actions encore, ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui a changé de ce point de vue-là, puis dans la corrélation des marchés globaux notamment et des classes d'actifs ?
On est plutôt serein en termes d'investissement, notamment par exemple sur le crédit, où il nous semble que ce soit sur l'investment grade ou sur le high yield, on a des niveaux de spread qui restent attractifs, compte tenu d'une hypothèse de scénario macroéconomique pas catastrophique, c'est-à-dire qu'on considère qu'effectivement on a une récession devant nous, à la fois aux États-Unis ou en zone euro, mais qui sera d'une ampleur modérée. Donc les spreads actuels nous semblent compatibles avec ce scénario d'une légère récession. Donc le crédit est sans doute la conviction numéro 1 chez nous. Et ensuite, la seconde conviction, ce sont les actions européennes. Parce que les valorisations des marchés actions européennes nous semblent intégrer pleinement les risques qu'on a évoqués. Bon, il y a évidemment la question énergétique, mais également un resserrement monétaire de la Banque centrale européenne, pas complètement peut-être pris en compte par certains investisseurs, mais en tout cas les marchés des actions européenne offre, de notre point de vue, une prime de risque suffisamment importante au niveau actuel des taux pour pouvoir encaisser une tension supplémentaire sur les taux d'intérêt. Puisqu'on a des PER compris selon les jours entre 11 et 12 sur les marchés des actions européennes. Donc oui, la Banque centrale européenne, comme ça a été indiqué à l'instant, va devoir poursuivre les hausses de taux parce qu'on a des niveaux d'inflation cœur dans la zone euro qui sont trop importants là aussi pour en rester à un taux de dépôt qui va s'établir à 2%. Ça reste quand même insuffisant comme niveau 2% au regard des taux d'inflation constatés. Donc la Banque centrale européenne va devoir aller plus loin, mais le marché action devrait l'encaisser correctement compte tenu de sa valorisation actuelle. Donc voilà, deux paris forts chez nous, le crédit d'un côté, le marché des actions européennes. On est plus prudent sur les actions américaines, où là, il nous semble qu'effectivement, le marché a repris de la voilure un peu trop rapidement dans cette idée qu'on a largement abordée aujourd'hui d'un pivot assez rapide de la Fed. Les valeurs de croissance qui font une grande partie du marché d'actions américaines ne sont pas non plus une conviction très forte pour nous. Donc on se tient un peu à l'écart du marché américain, hormis sur le secteur bancaire, qui est un des secteurs qui, de notre point de vue, bénéficie quand même de l'établissement des taux d'intérêt à des niveaux plus élevés, même si une légère récession se profile, le secteur bancaire s'en sortira bien compte tenu du niveau des taux d'intérêt de notre point de vue. Donc voilà, c'est le crédit, les actions européennes, et puis on se tient un peu à l'écart du marché américain. C'est un peu les grands axes de l'allocation. Pour débuter l'année 2023. L'année 2023, donc c'est pas du tout un positionnement très défensif. Voilà. Au contraire, on est quand même bien positionné. Bien sûr. Crédit et actions européennes, qui plus est. Non, bien sûr. C'est quoi les grandes idées que vous avez pour 2023 Vous terminez en plus une belle année 2022, je crois, en termes de perf, dans le fond que vous pilotez, Étienne. C'est quoi les grands trades 2023 qui, je sais pas, sur lesquels vous vous appuyez d'ores et déjà ? Oui, non, mais c'est vrai, merci de le rappeler. C'est vrai que le fonds Sony Patrimoine donc, clôture l'année entre plus 8 et plus 9%, donc c'est assez satisfaisant. Et c'est un fonds qui est géré finalement non pas par allocation par classe d'actifs, on a parlé un petit peu de scénario à l'instant de return par classe d'actifs, mais c'est un fonds qui est géré de manière globale macro, c'est-à-dire de façon transversale, en allouant du risque non pas sur les actifs, mais sur des thèmes. Et en effet, les thèmes qu'on a choisis en début d'année, ils ne s'arrêtent pas à Noël. Non, ça c'est le marketing calendaire habituel. Voilà, oui, non, mais... continuer à infuser au cours de l'année prochaine. Donc, le thème, c'est la poursuite, d'autant plus aujourd'hui, du durcissement des conditions financières, d'autant plus qu'elles se sont détendues et qu'elles se situent notamment aux États-Unis à un niveau plus bas qu'en juin de cette année, alors que les taux d'intérêt sont 200 BP plus hauts. Donc aux États-Unis, très certainement, s'il y a une zone, une classe d'actifs qui me paraît à risque, c'est celle du crédit high yield, qui pour le moment est épargné. Alors je parle vraiment des États-Unis, mais qui pour le moment est épargné parce que les entreprises se sont
refinancé et ont pu éloigner le mur de la dette. Mais en particulier après le rallye d'aujourd'hui où le crédit high yield se contracte de 30 BP, je pense que la marge d'appréciation en capital supplémentaire me paraît pas forcément symétrique. Il y a plutôt de la place pour une poursuite ou un retour de l'écartement des spreads. On va défaire un petit peu tout ce qu'on a vu dans le rallye de l'automne, là, d'une certaine manière. Exactement. C'est-à-dire que le rallye d'aujourd'hui, il annonce quand même des lendemains douloureux pour l'année prochaine, et notamment sur les entreprises qui sont leveragées. Donc, nous, on va continuer à faire notre travail de gestion flexible, donc d'une gestion très affranchie des benchmarks, et en essayant de travailler de manière thématique, avec un autre thème transversal qui est celui de la transition énergétique et de son impact sur l'altération des prix, que ce soit dans les matières dans l'univers des matières premières, ou bien son impact sur des sphères comme celle de l'uranium ou du nucléaire, par exemple. Le thème du nucléaire est un thème qui a beaucoup d'avenir devant lui. On peut parler d'EDF particulièrement, mais je crois aussi que l'année prochaine, c'est une année qui, après un passage très macro, on a débattu pendant des heures et des heures de l'inflation, on va revenir à des sujets peut-être un peu plus géopolitiques. Premièrement, c'est-à-dire qu'on est quand même dans un univers de grande fragilité et de tensions géopolitiques avec des logiques d'affrontement par bloc qui sont amenées à s'intensifier. On n'a pas été épargné de ce point de vue-là. Non, mais on ne peut pas dire qu'on ait mis la géopolitique sous le tapis. Vous avez raison. Mais j'ai le sentiment que par moment, le débat sur l'inflation a pris le dessus, alors que la logique d'affrontement des blocs va continuer. Également, une grande, peut-être un grand retour de la volatilité venant de la politique américaine au fur et à mesure qu'on s'approche donc des élections 2024 avec, rappelons-le, donc un Trump qui revient progressivement dans la boucle. Et souvenons-nous que l'une des grandes intentions de Trump était de sortir de l'OTAN. Donc on comprend bien que ce type d'objectif pourrait ramener une assez forte volatilité. On peut également souligner que la Chine aujourd'hui a porté plainte contre les États-Unis à l'Organisation mondiale du commerce contre les tarifs. Et je pense que tous ces thèmes, si vous voulez, ne se sont pas. Oui, c'est vrai. Tous ces thèmes ne se sont pas envolés et vont revenir de manière peut-être un petit peu plus sur le front l'année prochaine. Et ça implique quoi? Enfin, je veux dire, c'est le thème de la production locale, industrielle, c'est le thème de la rareté des matières, type uranium, etc. Oui, c'est le thème de la déglobalisation, qui intrinsèquement fabrique de la friction, et les frictions sont inflationnistes. C'est-à-dire que on parlait de Volcker. Volcker a mis 10 ans à faire passer l'inflation de 5% à 2%. Et je crois, pas du tout, d'ailleurs, qu'on va revenir à 2% aussi rapidement qu'on le croit. Et donc, tous ces thèmes des frictions... Mais peut-être qu'on n'y reviendra pas. Oui, je crois aussi. Absolument. Super. Bonne nouvelle. Oui, c'est pas ce que disent les Anglais. L'expérience anglaise récente n'a pas démontré que la non-orthodoxie était une vraie solution. Enfin, entre 20% d'inflation et 3%, il y a une petite échelle, mais oui. Vous avez raison. Non, mais ça sera une année, je pense, plus difficile, l'année 2023. Oui, plus difficile. Probablement avec un rallye de début d'année sur fond d'inflation qui commence à baisser. Et ensuite, des grandes disparités, une volatilité de l'inflation qui va nous amener à des pas en arrière et des pas en avant. C'est vrai que d'ailleurs les CTA, hedge funds un peu global macro ont eu de très bonnes perfs cette année. Quand ils ont bien vu les grandes tendances se dessiner, effectivement, comme vous dites, après, facile, c'est difficile de dire que c'était facile au terme de l'année 2022, mais voilà, ceux qui ont lu les grandes tendances s'en sont plutôt bien sortis avec la flexibilité qu'ils pouvaient avoir. Les grandes thématiques pour vous 2023, Franck, alors je comprends que vous n'êtes pas à l'aise avec le niveau des taux aujourd'hui, donc déjà ça nous dit quelque chose effectivement. Oui, mais ça offre des opportunités. Et voilà. Ça offre des opportunités parce que la création de valeur, elle peut se faire en fait dans les deux sens. Que les taux baissent, c'est plus naturel, ou que les taux montent. Donc on a beaucoup joué sur des stratégies optionnelles, donc de volatilité cette année, qui ont apporté à peu près un tiers de la surperformance qu'on a générée dans nos fonds euros. Donc c'est une année record à ce titre-là. C'est très rare. On utilise plutôt des stratégies optionnelles pour faire la couverture, mais là c'était des stratégies extrêmement actives et qui ont vraiment porté leurs fruits.
On a du carry, donc on a du rendement qui s'est restauré dans les marchés, que ce soit aux États-Unis en zone euro. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il faudra insister sur la sélectivité. Étienne a dit, en fait, le gros souci sur le marché du crédit, c'est pas 2023, c'est ce mur de refinancement qui se matérialise à partir de 2024. Et là, c'est compliqué. C'est compliqué parce que si on s'enfonce dans un scénario de récession un peu plus dur, plus endogène. Là, ça va être très compliqué pour les spreads pour absorber en fait ces difficultés. Les spreads, enfin donc le surcroît de rendement que vous avez sur le marché high yield dans un contexte de récession, c'est entre 700 points de base et 1000 points de base. Aujourd'hui, on est à 460 sur le marché américain, on est à peu près à 500 sur le marché euro. Donc, on peut encaisser des défauts qu'on anticipe. On a un scénario de défaut plutôt bénin, autour de 3-4%. C'est ce que nous dit Moody's à peu près sur 2023. Donc on est OK avec ça. Donc protéger des défauts, oui. Protéger de la volatilité, non. Et donc il faut être prudent. Il faut être prudent sur le high yield. Il y aura sans doute de meilleurs points d'entrée dans le courant 2023 que les niveaux actuels. Par contre, on aime bien le crédit investment grade. Encore une fois, d'une manière extrêmement sélective, mais sur des stratégies de carry. Ouais. On retrouve quand même en cette fin d'année des opportunités d'investissement qu'on n'avait plus. Tout le monde était mal à l'aise quand même ces dernières années avec les niveaux de valorisation, l'absence de rendement, etc. Là, on retrouve quand même quelque chose où il y a un vrai univers qui se réouvre pour des investisseurs globaux, quand même. On peut le dire comme ça. C'est bon. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Franck Dixmier, Allianz Global Investors, Florent Delorme, M&G Investments et Étienne de Marsac. Sony AM étaient nos invités en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du secteur bancaire au sens large. On peut regrouper banque, assurance. Il y a des indices sectoriels qui permettent justement de mesurer cette performance du secteur financier au sens large en Europe. Et on va faire le bilan de cette année 2022 avec les spécialistes d'Axiom Alternative Investment et l'un des associés gérants, David Benamou, qui est avec nous en plateau. David, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, spécialiste depuis toujours de l'investissement dans le secteur bancaire, je le rappelle, à travers la dette, mais en action également depuis plusieurs années maintenant, David. Oui, je voulais qu'on fasse un petit bilan 2022 parce que, le secteur bancaire, si je regarde l'indice du secteur en Europe, s'en sort pas si mal. Il fait mieux en tout cas que les indices globaux généraux. Et puis, quand on peut mettre une gestion active comme la vôtre, on arrive à faire encore mieux que l'indice du secteur au terme d'une année 2022 qui a été quand même une année historique sur le plan de la correction des classes d'actifs en général, des marchés actions également. Et donc je voulais qu'on redonne un petit peu les éléments a posteriori qui ont permis au secteur bancaire de faire partie des secteurs qui ont le mieux tenu en relatif à travers cette année 2022, David. Ouais. C'est une année très très particulière pour tout le monde. Pour le secteur bancaire, évidemment, c'est les taux qui repassent en territoire positif, qui ont été un des principaux évidemment drivers du retour en grâce du secteur. Alors on a vu vraiment deux parties dans l'année. Avant l'invasion en Ukraine, où là on avait vraiment une réallocation massive en fait sur le secteur. L'invasion en Ukraine a vraiment, en tout cas, calmé ce mouvement, mais on voit toujours nous dans notre fonds des inflows quasiment quotidiens, même s'ils ont beaucoup baissé en taille. Donc premier driver, c'est les taux. Ce qu'on a vu aussi, c'est l'inflation. Et l'inflation qui s'est traduite par une croissance à nouveau des loan books des banques, donc quasiment au même rythme. Donc ça a été le cas pendant les 3 premiers trimestres. On a vu là un ralentissement, notamment sur la partie prêt immobilier, mais ça a été quelque chose vraiment d'assez important. Donc ça a été vraiment les deux, je dirais, drivers clés de cette année. Et puis ensuite, pour les banques d'investissement qui avaient des activités de marché, ça a été une année qui a été assez profitable. Donc on l'a vu à travers les résultats plutôt très bons, banques comme Société Générale ou BNP côté BFI. Qu'est-ce qu'il faut tirer comme enseignement de cette année 2022 ?
dans la perspective de 2023, David, avec une question alors qui est peut-être un peu naïve, mais je me dis que je sais pas, je suis client d'Axiom, évidemment, je me dis tiens, je vais aller voir les spécialistes du secteur bancaire. En même temps, est-ce que j'ai envie d'avoir des banques en portefeuille alors que tout le monde me dit qu'on est en récession, qu'on va être en récession, que ça va être la récession, ça fait des mois qu'on en parle, et cette récession va bien finir par arriver en Europe. Je me dis que ça ne fait pas partie du playbook traditionnel de l'investisseur de se dire tiens, je vais renforcer le poids de mes banques dans mes stratégies au moment où les économies sur lesquelles j'interviens en Europe entrent en récession. Comment on raisonne par rapport à cette idée, et est-ce qu'il y a des arguments à faire valoir pour le secteur bancaire face à, alors je mets le mot récession, ou face à l'idée qu'on se fait de cette récession qui arrive aujourd'hui en Europe? Non, alors c'est vrai qu'on est dans une situation absolument inédite parce que tout le monde parle de récession. Aujourd'hui, on ne la voit pas. On a plutôt des indicateurs de sentiment qui donnent l'idée qu'il y aura une récession. Le caractère inédit de la situation, c'est que, alors même qu'on parle de récession, on a les banques centrales qui continuent à monter les taux, ce qui généralement, c'est pas ce qu'elles font quand on attend une récession. On a les analystes bancaires qui n'ont cessé de revoir à la hausse les attentes de résultats sur le secteur, alors que généralement, quand on attend une récession, on va plutôt éviter le secteur bancaire, en tout cas pas revoir les résultats à la hausse. Donc on est, c'est vrai, dans une situation un peu inédite. Alors quand on essaye de faire le tri parmi toutes les informations, il y a deux choses qui comptent pour le secteur bancaire. Il y a d'abord les taux. Donc il faut que les taux soient, si possible, pas trop proches de zéro, en territoire positif, pour permettre aux banques de faire de la transformation et aussi de travailler un peu sur les dépôts. Donc ça, on a cette donnée-là, et quand on se projette sur l'année prochaine, on ne s'attend pas à ce que les taux reviennent négatifs. Donc je dirais que ça, c'est une case qui est cochée. Et le deuxième paramètre important, c'est le taux de chômage. C'est le guide essentiel de la récession, puisque voilà, quand le taux de chômage augmente, on a des défauts qui se matérialisent dans les portefeuilles de prêts des banques. Voilà, ça impacte le résultat. Donc, aujourd'hui, quand on regarde la manière dont on s'engage dans 2023, on n'a pas que ce soit sur le premier indicateur ou le second, on n'a rien qui nous donne le sentiment qu'on va se trouver dans une situation extrêmement compliquée. Le coût du risque reste extrêmement bas, et on pense que les banques centrales vont quand même maintenant maintenir des taux en territoire plutôt positif. On vient de quitter une décennie qui est très particulière, où on a eu des taux à zéro, voire négatifs pendant très très longtemps, mais je dirais que c'est un épisode presque dans l'histoire. On ne sait pas si ça va se reproduire. Et en même temps, ce qui s'est passé sur les 10 dernières années, c'est que ça a été une période de vache maigre en fait, pour les banques qui, suite à la crise, ont dû complètement se restructurer, nettoyer leur loan book, etc. Donc en fait, on arrive en fait dans cette nouvelle phase avec des banques qui sont passées par l'asset quality review de la BCE, donc avec une qualité d'actifs qui est plutôt très bonne aujourd'hui, des books qui sont peu risqués, et puis des investissements massifs en compliance et en IT qui font qu'aujourd'hui, quand on se projette dans l'avenir, on a quand même très très peu de risques d'avoir des coûts qui dérapent par rapport aux revenus. Donc voilà à peu près comment on voit la situation. Donc oui, récession, on verra. Peut-être qu'on aura des trimestres de PIB négatifs consécutifs, ce qui donnera lieu effectivement à l'idée d'une récession technique. Mais sur les paramètres clés que vous avez cités, David, c'est difficile d'anticiper des dégradations très fortes, en tout cas qui seraient des vraies tempêtes pour le secteur bancaire. Ce n'est pas du tout le schéma que vous avez en tête pour l'instant. Non, d'autant que quand on regarde, je dirais notamment les guidance de la Fed, ou en tout cas enfin, des banques centrales en général, mais donc là, demain ça va être la Fed. Aujourd'hui, on a un print d'inflation qui est plutôt favorable. Donc on semble quand même s'orienter vers
quelque chose de plutôt, en tout cas, équilibré. La grande crainte, c'est que les banques centrales, ayant peur de perdre le contrôle de l'inflation, montent les taux de manière brutale, quitte à provoquer un crash financier. Mais c'était vraiment dans les prix, on sent quand même que, je dirais depuis peut-être un peu moins d'un trimestre, c'est une hypothèse qui semble s'éloigner un peu. Ce risque-là diminue au fur et à mesure du temps qui passe, d'une certaine manière, avec en plus la confirmation d'une décélération de l'inflation. Exactement. Alors, il faut voir si ça se confirme. Oui, bien sûr. En tout cas, et alors que ce qui est dans les prix, c'est quelque chose de beaucoup plus violent quand on regarde les valorisations du secteur aujourd'hui. Donc c'est ça qui est quand même intéressant. Et ça veut dire que la performance du secteur bancaire en 2023 tiendra beaucoup plus au positionnement et au sentiment des investisseurs qu'aux véritables fondamentaux du secteur. Partant de l'idée que les facteurs taux et emploi ou chômage, que vous avez cités comme deux facteurs importants, sont des piliers qui seront plutôt des soutiens pour le secteur bancaire. Absolument, parce que les fondamentaux, c'est difficile de faire beaucoup mieux. On a des quantités de capital réglementaire à en vendre, une qualité d'actifs qui n'a jamais été aussi bonne, des taux positifs, de l'inflation qui fait croître le loan book. Donc on n'a vraiment que des facteurs au plan fondamental. On n'a que des facteurs positifs et on a en même temps des valorisations qui sont celles qui ont été celles en moyenne sur les 10 dernières années, avec une augmentation des résultats de 40 à 50% par rapport en fait au top de la présente décennie. Donc ça, c'est vraiment pas le problème. Les valorisations, en tout cas les fondamentaux sont très bons. En revanche, il y a le sentiment. Et le sentiment, c'est il faut que le marché se dise qu'on ne va pas vers un crack bien sûr, financier. Un crash économique, ou un crash financier. Bien sûr. Donc ça, c'est la première chose. Effectivement, si ce sentiment-là, qui est quand même très largement dans les prix aujourd'hui du secteur, je dirais, se dilue, on va avoir un retour favorable sur les prix. Et ensuite, il y a un deuxième élément, c'est le positionnement. La majorité des grands investisseurs ont fui le secteur bancaire depuis 10 ans. Ils sont vraiment sous-investis aujourd'hui. Ils sont plutôt investis sur des valeurs de croissance ou sur des valeurs plutôt défensives. Donc, si ce changement de sentiment provoque un repositionnement sur le secteur, donc on devrait avoir quelque chose de bon pour l'année prochaine. En tout cas, les revenus sont là, le dividende yield est très bon, les fondamentaux sont là, il n'y a pas de sujet là-dessus. Et vous dites, c'est intéressant parce qu'il y a une question de psychologie qui est très importante. Après 10 ans de désinvestissement du secteur bancaire, vous dites le changement de statut dans la tête des investisseurs peut prendre un peu de temps. C'est-à-dire et c'est ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que vous dites, c'est quoi 40% de résultats, les résultats sont supérieurs de 40%, les fondamentaux sont supérieurs de 40% à ce qu'on pouvait avoir précédemment dans le secteur bancaire, avec des niveaux de valorisation qui sont sur les moyennes historiques des dernières années, d'une certaine manière. Exactement. Le marché n'a pas du tout pris acte de ce qui s'était passé dans le secteur bancaire, justement, en termes de qualité des actifs, en termes de solidité et en termes de résultats. Non, c'est toujours un secteur dont les investisseurs se méfient jusque-là, depuis, ça fait bien longtemps maintenant. Cette année, ça semble un peu différent parce qu'on voit globalement le stock Banque 600 va terminer probablement en territoire légèrement positif. La journée d'aujourd'hui, il reste quelques avec les dividendes. séances, avec les dividendes. Même sans dividendes, c'est possible. D'accord. Même sans dividendes, on va voir. De toute façon, c'est relativement volatile. Donc, mais on était légèrement négatif après la journée d'aujourd'hui, qui est plutôt on doit plus être loin. Donc voilà. Donc, comme vous le disiez en début d'émission, ça veut dire que le secteur fait mieux que le reste. Bien sûr. Ça va se voir dans les perfs de fin d'annannée. Voilà, donc ça va se voir dans les perfs de fin d'année. Et surtout, ça veut dire quand même qu'il y a un petit changement. C'est-à-dire qu'il y a des investisseurs qui se remettent à louer petit à petit. C'est pas massif, mais quand même, on le voit. Bon, donc, écoutez, on suivra ça avec attention. En tout cas, effectivement, ça restera un des secteurs quand même dont on aura le plus parlé à travers cette année 2022 et une année de surperformance pour le secteur bancaire, comme on a peut-être
plus vu depuis longtemps maintenant. Oui, vous confirmez, David. Je Oui, confirme. oui, Bien vous longtemps. confirmez, effectivement. Merci beaucoup, David, d'être venu nous éclairer sur le secteur bancaire au terme de cette année 2022, dans la perspective de 2023, avec des fondamentaux pour le secteur en Europe et peut-être même aux États-Unis qui n'ont jamais été aussi solides, aussi bons depuis peut-être plus d'une décennie maintenant. David Benamou, associé gérant d'Axiom Alternative Investment, était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart. Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.